care about climate justice. Assurer une meilleure protection de l'environnement. Nous sommes face à des défis, des grands changements. Ces défis sont planétaires. Alors, soyons à la hauteur de l'urgence écologique. Don't forget nature. Bienvenue dans Go Solutions Durables. Avec nous, Vera Weber, c'est une Suissesse inspirante et engagée en faveur de l'environnement. C'est la présidente de la Fondation Franz Weber. Nous faisons finalement les avocats des animaux, les avocats de la nature. Et c'est comme ça que nous faisons souvent avancer les choses, que ça soit ici ou ailleurs. Au sommaire, les clés de la pêche durable. C'est possible sur le Léman, mais dans les océans, il reste encore beaucoup à faire. La bonne nouvelle, c'est que cette chute des captures de FERA, elle a imposé à certains pêcheurs d'essayer de valoriser d'autres poissons. Le plastique également. Restons sobres car demain, nous risquons de crouler sous des montagnes de plastique, mais nous avons encore les moyens d'agir. On sait que jusqu'à présent, dans le monde, il y a moins de 10% de tous les plastiques produits qui ont été recyclés. Et enfin, le saviez-vous, le gaspillage alimentaire, il représente pour chacun d'entre nous près de 600 francs par an. Alors heureusement, avec quelques solutions, on peut renverser la tendance. Une très forte partie de la récolte est perdue pendant le stockage. Alors c'est parti pour découvrir toutes ces solutions durables. Bonjour Vera Weber. Bonjour. Vous êtes la présidente de la fondation Franz Weber, naturellement, que tout le monde a en mémoire. Une fondation que vous avez rejointe il y a un petit peu plus d'une vingtaine d'années, il y a longtemps maintenant déjà. Exactement, je l'ai rejoint en 1999, donc ça fait longtemps, oui. On est ravis de commencer cette nouvelle saison, ce début d'année 2021, avec vous dans Go Solutions Durables pour évoquer tout le parcours, l'activité de la Fondation, puis vous allez réagir évidemment à tous les sujets dont on a parlé. En préparant cette émission, j'ai eu une question totalement absurde. Je vous ai dit, de quoi voulez-vous qu'on parle en priorité? D'une question animale, d'une question environnementale? Vous m'avez dit, mais non, tout est au même niveau, tout a autant d'importance, que ce soit ici en Suisse ou ailleurs. Et c'est vrai que c'est le but de votre vocation, c'est toute la philosophie. Voilà, tout est interconnecté. On ne peut pas enlever un maillon sinon tout s'écroule. Donc c'est pour ça, pour nous, la protection de la nature, des animaux, du patrimoine naturel et aussi du patrimoine culturel, tout est connecté, tout est important, que ça soit en Suisse et dans le monde. Et le but, c'est que la Fondation porte la voix d'éléments du vivant qui n'ont pas forcément une voix politique, notamment. Exactement, nous faisons finalement les avocats des animaux, les avocats de la nature, et c'est comme ça que nous faisons souvent avancer les choses, que ça soit ici ou ailleurs. Et puis aussi des paysages magnifiques. Pour les plus jeunes d'entre vous, évidemment, dès qu'on se balade dans les vignes de Lavaux, on peut voir cette stèle à la mémoire de votre papa qui a sauvé ces vignes de Lavaux. Et c'est vrai que préserver ce territoire, c'est un travail qui a été considérable, mais qui porte ses fruits aujourd'hui. C'était un travail considérable qui a commencé depuis plus de 45 ans. Et c'est extraordinaire qu'on ait pu préserver ces vignes parce qu'elles sont maintenant aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça en dit long sur la qualité de ce paysage. Il y a toujours l'association à sauver Lavaux, dont vous vous occupez. Il faut encore se battre aujourd'hui pour préserver ces paysages ou vraiment on est sûr que rien ne viendra les détériorer? Justement, malheureusement, il y a toujours des projets là, notamment à Trétoran, dans la commune de Puydou. Il y a une promotion immobilière prévue et nous étions justement ces derniers jours là dans Lavaux pour voir ces lieux. Et effectivement, il faut toujours se battre parce qu'il y a des gens qui continuent de vouloir construire en Lavaux. Et puis à l'autre bout du monde, vous vous occupez également de magnifiques endroits qui font rêver, notamment dans la zone Caraïbe avec cette magnifique réserve marine. Oui, alors il existe dans les Caraïbes cette réserve de biosphère de l'UNESCO qui s'appelle Sea Flower. Sea Flower est le troisième plus grand récif corallien au monde. C'est un récif corallien extrêmement important et nous voulons agrandir cette zone de protection et l'étendre à plusieurs pays, notamment 6 pays des Caraïbes, pour qu'il y ait une vraie protection, que ça ne soit pas simplement une protection sur le papier, mais que ça soit vraiment mis en œuvre pour que ce récif corallien et toute cette zone soient effectivement protégés. Oui, et voilà qui nous conduit à parler de la pêche durable. Selon l'Organisation mondiale de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, eh bien, un tiers des stocks de poissons sont aujourd'hui surexploités. C'est 3 fois plus qu'il y a 40 ans. La pêche durable, ça fonctionne quand même plutôt assez bien du côté du Léman, pour commencer. Sur le Léman,
130 pêcheurs, dont une dizaine dans le canton de Genève, vivent de leur prise. Si en 2015, plus de 1000 tonnes de poissons étaient tirées du lac, c'était moitié moins en 2019. Le nombre de ferrats a chuté. Les pêcheurs professionnels ont dû s'adapter en se rabattant sur les perches, mais pas que. Il y a un certain nombre de pêcheurs professionnels, malheureusement, qui ont fermé boutique sur les rives du lac Léman. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que cette chute des captures de ferrats, elle a imposé à certains pêcheurs d'essayer de valoriser d'autres poissons. Ils ont réussi à mettre sur le marché d'autres poissons remarquables, je pense en particulier aux tanches. Donc finalement, lorsque la situation change rapidement, comme on l'a vécu ces 5 dernières années, c'est parfois une opportunité pour essayer de transformer un petit peu les habitudes alimentaires des Genevois. Grâce à une réglementation respectée, les stocks de poissons sont stables dans le Léman. Tant que cette pêche restera artisanale et qu'elle permettra aux pêcheurs de gagner leur vie de cette manière-là, je pense qu'on peut être relativement optimiste quant à l'avenir de la pêche et de la gestion des stocks. Ici sur le Léman, plus grand lac d'Europe, ce sont simplement 2 pays qui doivent s'entendre. Et vous allez voir que sur les océans, c'est une toute autre histoire. Selon les lois internationales, tout le monde est autorisé à pêcher en haute mer. Un droit qui implique aussi des obligations. En matière environnementale, en matière de quotas pour certains types de poissons, en matière de certaines espèces qui sont protégées. Mais le contrôle de l'application de ces obligations du droit de la mer fait défaut. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement tire la sonnette d'alarme. On arrive à une limite, en particulier en termes de ressources alimentaires pour les populations côtières. Une des pistes, mieux réguler les subventions à la pêche. Ces subventions, évidemment, elles encouragent la surpêche. Elles encouragent des flottes surdimensionnées. Elles encouragent ceux qui, et ils représentent 85% des bateaux, sont des grands bateaux, très grands bateaux, qui ont des pratiques pas toujours illégales, mais quand même, dans beaucoup de cas, un peu limites, justement par absence de contrôle. Le dossier est bloqué sur la table de l'OMC. Mais la conférence, en charge d'informer les États pour les négociations, se dit optimiste. Sa directrice espère que les réflexions amenées par la Covid-19 favoriseront un nouvel accord international. Vera Weber, vous restez avec nous. On va essayer d'y voir plus clair sur ce dossier avec vous, João Aguiar Machado. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Vous êtes au cœur des négociations qui ont lieu en ce moment au sujet de la pêche. De quoi s'agit-il exactement comme négociation ? Ici, on est en train de traiter d'une partie du problème, et ce n'est pas sans doute la partie la plus importante, mais c'est une partie quand même importante, qui est le fait que les gouvernements parfois donnent des subventions qui encouragent soit la surpêche, soit la pêche illégale. On s'attaque seulement à ça. On ne s'attaque pas à éliminer la pêche illégale dans le monde, parce que ce n'est pas le but de l'Organisation mondiale du commerce de traiter des questions de pêche. On s'attaque seulement aux actions des gouvernements sur la forme des subventions qu'ils donnent, qui ont un impact négatif sur la pêche, au niveau de la surpêche ou de la pêche illégale. Alors la Suisse participe naturellement à ces négociations. Vous représentez l'Union européenne dont vous êtes l'ambassadeur auprès de l'OMC. Pour être très concret, où en sont aujourd'hui ces négociations et quelle est la position de l'Union européenne sur ce dossier ? Les négociations, je dois vous dire, ont commencé en 2000. Alors, pour te dire, ça fait 20 ans. C'est très laborieux, c'est très lent. Mais il y a eu un nouveau élan depuis 2015 quand les chefs d'État et de gouvernement ont adopté l'agenda de développement durable 2030 et notamment les objectifs de développement soutenable. Et il y a parmi ces objectifs, le 17, il y a un qui s'adresse précisément à cette question, c'est l'objectif de développement soutenable 14, et qui donne un mandat à l'Organisation mondiale du commerce, précisément de négocier, de discipliner ces subventions contre la pêche illégale et contre la surpêche. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque dans les négociations ? C'est un test pour tous les objectifs de développement durable des Nations Unies. Si on n'arrive pas à aboutir à cette négociation, ça sera désastreux.
pour la crédibilité de toute l'agenda 2030. Merci beaucoup, João Aguiar Machado. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'OMC. Alors j'imagine, Vera Weber, que pour vous, la femme engagée, la présidente de fondation, tout ce cadre de négociation internationale, c'est toujours trop lent ? Écoutez, nous sommes habitués à faire partie de ces cadres de négociation et essayer d'encourager justement les techniciens et les négociateurs à avoir de bons projets de loi pour mettre en œuvre ces lois, contrôler la mise en œuvre. Mais effectivement, tout est toujours trop long. Et parfois, les ONG doivent prendre les choses en main et justement essayer de pousser les gouvernements, notamment aux Caraïbes, de prendre en main elles-mêmes ces gouvernements, qu'elles prennent elles-mêmes en main ces objectifs de protection et de mettre fin à cette surpêche qui détruit les océans et les communautés locales. Alors vous, en poursuivant l'action de la Fondation, vous avez pris le relais de l'action militante de votre père, Franz Weber. Vous comprenez aujourd'hui les jeunes générations qui s'impatientent dans la rue pour le climat, qui veulent s'engager davantage pour l'environnement ? Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, tout va beaucoup trop lentement et puis on voit que la nature, les animaux, les écosystèmes marins simplement sont en train d'être détruits et que rien de concret vraiment se passe. Ce sont de gros documents et chaque ligne et chaque virgule est négociée et discutée. Et finalement, sur le terrain, il y a tout qui part en vrille. Est-ce que vous connaissez le poisson de l'année en Suisse, le poisson 2021 ? Je vous le présente, c'est la Fédération de la pêche, de Suisse de la pêche qui l'a présenté ces dernières semaines. C'est la chevenne. Il paraît qu'il n'y a pas assez de truites actuellement. C'est un poisson qui, paraît-il, est rusé et difficile à attraper, mais qu'on peut également cuisiner. Toute cette question des océans, de la pêche, nous amène à une autre question qui est très importante dans les océans, c'est le plastique. Il paraît qu'on en consomme, sans s'en rendre compte, 5 grammes. C'est ce que dit le WWF. C'est l'équivalent d'une carte de crédit toutes les semaines, parce que c'est dans l'eau, c'est dans toute l'alimentation. Alors ça commence évidemment de cette lutte contre le plastique par une meilleure sobriété pour nous, les consommateurs, et il y a des clés. Transport, textile, bâtiment, le plastique est partout. Les emballages représenteraient plus du tiers de tous les plastiques produits. En Suisse, on consommerait 800 000 tonnes de cette matière chaque année. Chaque année aussi, selon une étude de l'Office fédéral de l'environnement, 14 000 tonnes de plastique se retrouvent dans les eaux et les sols en Suisse, provenant en bonne partie du littering. Pour résoudre ce problème, on avance l'efficacité des matériaux et le recyclage. Mais l'ONG Greenpeace considère ce dernier comme une fausse solution. C'est pas parce que quelque chose est recyclable que l'emballage sera forcément recyclé. On sait que jusqu'à présent dans le monde, il y a moins de 10% de tous les plastiques produits qui ont été recyclés. Un autre exemple de fausse solution, c'est le fait de vouloir remplacer le plastique par du papier ou du carton. Et pour produire ce papier ou ce carton, il faut couper des forêts. Et on sait à quel point les arbres sont essentiels à la fois pour le climat et la biodiversité. Selon un rapport de Break Free from Plastic, Coca-Cola, Pepsi et Nestlé sont les pires pollueurs plastiques au monde. Au niveau suisse s'ajoutent les grands distributeurs Coop et Migros. Ce qu'on leur demande finalement, ce sont ces entreprises qui produisent tous ces emballages à usage unique et c'est donc à elles d'assumer leurs responsabilités et de changer complètement leur modèle économique qui est basé sur le jetable pour passer à des systèmes réutilisables. Mais dans un monde qui aura de moins en moins besoin d'essence, les géants pétroliers se tournent vers la production de plastique. Au cours des 30 prochaines années, notre consommation mondiale annuelle de plastique devrait doubler pour atteindre plus de 700 millions de tonnes. Bonjour Zoé. Certains considèrent que l'industrie s'adapte à notre consommation toujours croissante de produits plastiques. Pour Zoé Simati, chaque citoyen peut l'influencer. Il y a des choses très simples que l'on peut faire, comme le fait ici Francis dans son restaurant, c'est-à-dire proposer des contenants réutilisables pour la vente à emporter en restauration. On peut aussi venir avec son propre récipient et c'est finalement assez simple quand on sait qu'on a des habitudes. Une des choses les plus importantes qu'on doit aider à changer, c'est la norme sociale. Si on arrive à changer ça en disant effectivement 80% des gens utilisent un contenant réutilisable pour leur déjeuner ou leur dîner à emporter, eh bien faire le contraire du coup sera mal perçu et permettra aux gens qui sont encore un peu sceptiques ou un peu rétifs de passer le cap. Des initiatives sont aussi prises à plus grande échelle. Il y a un an, la ville de Genève interdisait le plastique à usage unique pour les activités sur son territoire. La commune de Carouge, quant à elle, a pour objectif de réduire les déchets incinérés de ses habitants en 3 ans. Un défi qui nécessitera sûrement l'implication de tous les acteurs,
Société civile, monde politique et économique. Voilà, c'est vrai qu'une production de consommation responsable, c'est également l'un des 17 objectifs des Nations Unies qui figurent à l'agenda 2030. David Azoulay, bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes à la tête de Ciel. Racontez-nous ce que c'est que cette ONG. Alors Ciel, c'est un acronyme qui signifie le Centre pour le droit international de l'environnement, en anglais. Et donc, comme son nom l'indique, nous sommes une organisation qui poussons au développement de règles globales pour traiter des questions d'environnement et de droits de l'homme. Alors j'imagine, Vera Weber, que c'est une question qui vous préoccupe également, la place du plastique. C'est vrai qu'on a l'impression que nous, consommateurs, que les distributeurs, on fait tous des efforts, et finalement, ça ne suffit jamais, David Azoulay. En fait, ça fait partie d'une stratégie des producteurs de plastique, de s'assurer que nous nous sentions responsables pour les déchets qui sont produits et pour le plastique qui est consommé. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, et je pense qu'on va avoir des courbes qui le montrent un petit peu plus tard. On va la regarder tout de suite parce qu'elle est impressionnante. Vous allez voir, Vera Weber, cette courbe, elle provient de données issues des industriels. Des industriels eux-mêmes. Qui prévoient que le plastique, on atteint déjà un pic au niveau de la production. Et regardez la projection à 2050, nous allons, si tout cela se déroule comme les industriels le prévoient, crouler sous le plastique. Ça signifie quoi concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Ça signifie que... Aujourd'hui, on ne sait pas gérer la quantité de plastique qu'on produit. On en recycle environ 9%, je crois. On en incinère environ 11%. Le reste, ça se retrouve dans l'environnement. Ça, c'est pour la quantité de plastique qu'on produit aujourd'hui. Les industriels producteurs de plastique investissent des centaines de milliards de dollars. D'après les chiffres de l'industrie, je crois qu'il y a 205 milliards de dollars d'investissements qui sont engagés aux États-Unis seulement pour augmenter la capacité de production de plastique. Et donc, ça veut dire que la quantité de plastique qu'on produit et qui va donc se retrouver dans l'environnement va augmenter d'environ 30 à 35% dans les 5 à 6 prochaines années si on ne fait rien. Donc, considérant le plastique qu'on produit aujourd'hui, on ne sait pas le traiter, automatiquement, plus on produit de plastique, plus la quantité de plastique qui va se retrouver dans l'environnement, et on parle beaucoup des océans, mais il ne faut pas oublier l'air qu'on respire ou les sols dans lesquels on produit notre nourriture, qui eux aussi sont très largement contaminés en microplastique, la concentration de microplastique dans l'ensemble des milieux va automatiquement et mathématiquement augmenter. Et de manière intéressante, il y a une étude qui a été faite par des universitaires qui a été publiée dans Nature l'année dernière, qui montre que même si on met en place toutes les mesures possibles pour augmenter notre capacité de traitement de déchets, même si on imagine que les technologies de traitement des déchets vont s'améliorer et vont faire des sauts qualitatifs et des sauts quantitatifs de 1 à 2 ordres de magnitude. Même dans cette situation-là, la quantité de plastique qui va finir dans l'environnement, océan, sol et air, va continuer à augmenter de manière exponentielle. Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe les gens? Qu'est-ce que vous en percevez, vous, du point de vue de la Fondation Franz Weber? Est-ce que le public est inquiet de cette situation? Ah oui, bien sûr, le public est inquiet, et surtout maintenant que s'ajoutent à ça les masques, qu'on retrouve aussi dans la nature, les masques jetables que nous sommes obligés d'utiliser tous les jours. Des milliards de masques se retrouvent déjà dans la nature, dans les océans, et ça c'est absolument dramatique, et ça inquiète les gens. Mais effectivement, où trouver les solutions pour mettre fin à ça, pour empêcher ça? Que dit le cadre international aujourd'hui? Alors, le cadre international aujourd'hui se focalise essentiellement sur la gestion des déchets. Et comme j'en parlais avant, et comme je pense qu'on l'a vu dans le sujet juste avant, se focaliser sur la gestion de déchets, c'est comme un petit peu mettre comme un pansement sur une jambe de bois. C'est essayer de gérer le flux qu'on ne sait pas gérer aujourd'hui. Et donc, il y a un grand nombre de discussions qui sont engagées au sein des Nations Unies depuis 3-4 ans pour essayer d'apporter une réponse globale qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie du plastique. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir limiter et à terme réduire la production de plastique vierge. Merci beaucoup David Azoulay. Donc Ciel, c'est votre organisation et vous vous battez ici en Suisse, également aux États-Unis pour faire avancer ce dossier qui est quand même préoccupant. L'un des autres objectifs du développement durable, Vera Weber, c'est l'éradication de la faim. C'est vrai que tout est lié dans les questions d'environnement. Il n'y a pas que le climat, il n'y a pas que la biodiversité. Et bien justement, le gaspillage alimentaire, c'est un problème global. Et en Suisse, vous allez voir qu'il représente une part considérable de notre budget. En Suisse, 1/3 des denrées alimentaires sont gaspillées.
C'est l'équivalent de 620 francs par habitant et par an. Mais les initiatives se multiplient pour éviter ce gaspillage. L'application Too Good To Go permet d'acheter à prix réduit des invendus alimentaires qui finiraient autrement à la poubelle. La Banque alimentaire genevoise Partage, elle, récolte les invendus de supermarchés pour les redistribuer gratuitement aux personnes dans le besoin. Quand j'étais jeune, on devait faire très attention aux aliments. Les jeter, inimaginable. Enfin, les Food Ninja vous donnent leurs conseils. Planifier chaque achat, faire preuve de créativité en cuisine ou encore remporter les restes de repas. Non mais ça va pas, non? Vous vous rendez compte de l'impact environnemental de ces aliments? Et si on donnait plus de temps et de valeur à notre alimentation? Ça, faut pas l'acheter. Pour un changement de comportement, ça passe tout d'abord par une prise de conscience de la valeur intrinsèque des aliments. Par exemple, cette pomme ici, qui n'est pas parfaite, elle a une petite imperfection au niveau de la peau. Mais si elle est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a un pommier avec des racines qui ont puisé de l'eau pendant une année. Aussi la terre qui a donné ces nutriments. Et quand on le consomme, on en bénéficie. Et puis cette pomme aussi, si elle est là aujourd'hui, c'est qu'il y a un agriculteur qui est passé dans son champ à maintes reprises pour prendre soin de ces arbres. On pourrait aussi remercier les insectes pollinisateurs. Il y a vraiment un travail énorme pour produire une pomme. La Suisse s'est engagée d'ici à 2030 à réduire de moitié les pertes alimentaires dans la distribution et la consommation. Du côté des pays en voie de développement, 48% du gaspillage alimentaire se fait au niveau de la production et du stockage. Les agriculteurs n'arrivent pas à produire et avoir une récolte comme ils devraient l'avoir, ou bien quand ils arrivent à avoir leur récolte, une très forte partie de la récolte est perdue pendant le stockage parce que les éléments de stockage qu'ils ont ne sont pas adéquats. Le Programme alimentaire mondial soutient les paysans et gouvernements de ces pays pour améliorer les techniques agricoles, les moyens de stockage et l'accès au marché. Vera Weber, vous êtes professionnelle de l'hôtellerie, vous aimez également cuisiner à la maison. C'est quelque chose qui vous préoccupe? Ah oui, ça me préoccupe. Et puis bon, à petite échelle, je fais toujours en sorte de ne rien jeter, de tout utiliser. Et c'est très très faisable. Il n'y a aucun problème de faire en sorte de ne rien jeter. Bienvenue Alessandra Roversi. Bonjour. Vous êtes une professionnelle évidemment de ces questions d'alimentation. Vous êtes responsable de la consommation durable chez Biovision. C'est une organisation pour une consommation plus durable. Cette question du gaspillage alimentaire, vous pensez qu'elle ne doit pas être vue de manière isolée? Oui, absolument. Ça a été d'ailleurs dit dans le reportage, tout le travail qui a été fait pour faire cette pomme. Et en fait, on doit, nous, en tant que consommateurs et citoyens, aussi réfléchir à l'acte d'achat. Il y a ce fameux adage « moins mais mieux ». Donc avant de réfléchir à comment transformer ce qu'on appelle un déchet, d'ailleurs, il faut réfléchir à ce qui est un déchet, mais transformer la fin de vie du produit alimentaire, c'est bien d'y réfléchir avant comment on l'achète, dans quel contexte, est-ce qu'on n'achète pas trop, qu'est-ce qu'on achète. Et puis c'est là aussi qu'on peut déjà agir en amont. Et je pense qu'on peut dire pour le plastique, le meilleur plastique, c'est celui qui n'est pas produit, qui n'a pas utilisé la ressource. Et pour l'aliment gaspillé, le mieux, c'est celui qui n'a pas été produit utilisant des ressources de terre, d'eau, l'énergie humaine qui est faite pour le produire et qui ensuite est gaspillée. En fait, mieux vaut. Cette réflexion doit être vraiment globale. Puis une question qui se pose en Suisse, justement, qu'est-ce que ça représente? Alors là, Priscilla Chacon, les chiffres sont vraiment impressionnants. Oui, Philippe, 2,8 millions de tonnes, ce sont les pertes générées chaque année par la filière de l'alimentation en Suisse. Le gaspillage alimentaire se fait à plusieurs étapes. La moitié des pertes ont lieu au niveau du champ, de la transformation et du commerce de détail. L'autre moitié, c'est la restauration, 14%, et les ménages, 38%, c'est la plus grosse part. Dans ce que l'on jette à la maison, il y a surtout des aliments à courte durée de vie, comme les légumes, les fruits ou le poisson. Dans l'ensemble de la filière, c'est surtout le pain et les pâtisseries, le fromage et la viande qui connaissent le plus de pertes. Chaque année, 620 francs du budget d'un Suisse part ainsi à la poubelle. Alors comment faire des économies et en même temps préserver l'environnement? L'éducation a un rôle clé à jouer. On peut aussi, par exemple, apprendre à cuisiner autrement en utilisant toutes les parties d'un légume.
C'est la proposition de ce cuisinier qui organise des ateliers anti-gaspi. Et puis en fait, chaque citoyen a son rôle à jouer, peut avoir une influence sur l'ensemble de la filière, par exemple en donnant une chance aux fruits difformes. Et réduire les pertes alimentaires, c'est aussi bon pour le climat. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire dans notre pays a le même impact que la moitié du trafic motorisé privé en Suisse. Vera Weber, vous êtes venue de Berne, du côté de la Suisse centrale. Il y a beaucoup de bonnes initiatives pour lutter contre le gaspillage. Oui, effectivement, mais en Suisse et dans le monde, il y a de plus en plus de bonnes initiatives, effectivement, oui. Il y a des choses justement qui viennent de Berne ou de Zurich dont on pourrait s'inspirer, Alessandra Roversi? Oui, alors il y a par exemple une Sauver les récoltes, ça a été organisé à Berne notamment, où on dit tel jour, telle heure, 300 kilos de poires qui peuvent être récoltées dans mon champ. Et puis il y a aussi des solutions que vous pouvez appliquer à la maison avec des recettes de cuisine. Vous avez édité justement un livret de recettes récemment, des recettes végétariennes ou véganes. Vous êtes l'un ou l'autre? Ce sont des recettes véganes, oui, végétaliennes, toutes simples, toutes bonnes, et justement qui n'engendrent pas beaucoup de food waste. On peut tout réutiliser si vous voulez. Ça, on peut trouver ça sur le site de la Fondation. Voilà. ffw.ch. Alessandra Roversi, merci d'avoir été avec nous dans Go Solutions Durables. Merci à Vera Weber de votre présence dans cette émission. À votre place d'ailleurs le mois prochain, ce sera René Longet qui sera notre invité. C'est un grand nom du développement durable dans le canton de Genève et pas seulement d'ailleurs. On parlera avec lui de géothermie et également de la place du développement durable en entreprise. Et pour revoir les précédents numéros de Go Solutions Durables, rendez-vous sur l'aimantbleu.ch. À bientôt.